est en présence d'un objet qui est assez complexe en expertise, dans le sens où et c'est un objet tout à fait unique, qui a été créé en un seul exemplaire, on ne le connaît pas en paire. L'artisan qui l'a créé a utilisé de l'ivoire. Il faut savoir que l'ivoire, au même titre que la pierre ou l'écaille, fait partie des matériaux précieux et ils sont particulièrement difficiles à travailler pour des raisons évidentes de dureté. Chaque partie, si vous voulez, de ce candélabre peut se défaire. On a les bobèges, par exemple, qui se dévissent, les bras lumière, voyez-vous, qui s'enlèvent. Donc, ce sont plusieurs éléments d'ivoire qui ont été sculptés pour être assemblés au millimètre près, de façon à ce que l'ensemble soit stable. On retrouve, c'est assez intéressant, quelques éléments qui peuvent rappeler les attributs décoratifs des cornacs, avec des pics, des turbans, un sceptre assez stylisé avec une main qui vint le mâle, qui est symbolisé par un serpent. Si on tourne l'objet, vous allez avoir des attributs qui sont plutôt européens, avec ce casque, ce carquois qui rappelle complètement les faisceaux d'armes que l'on retrouve à la fin du XVIIIe siècle dans les arts décoratifs. Vous avez à la fois une femme qui symbolise, si vous voulez, la tristesse, qui se masque les yeux, et une autre, au contraire, qui s'offre avec les bras dans des positions différentes. On est plutôt en présence d'un objet qui a été réalisé entre 1790 et 1820, si vous voulez. Donc. Ensuite, on va se focaliser sur des éléments qui sont, à nos yeux, les plus importants, que sont ces griffons ailés que vous avez là, ces petits vases que l'on retrouve là, et ces pleureux, ces femmes, ces renommées qui encadrent, si vous voulez, le fût central. Alors, on a retrouvé en bibliothèque un élément qui a été primordial dans la découverte et de l'origine de cet objet, que sont des dessins d'un ornemaniste qui était l'architecte en chef du roi George III en Angleterre, qui s'appelait William Chambers. Et donc, on retrouve donc, par William Chambers ces petits griffons, à la fois dans ses dessins, mais également dans des œuvres en bronze ciselé doré et dans des éléments décoratifs en bois sculpté type console et compagnie. Donc on était sur un objet d'influence anglaise. Ça faisait absolument aucun doute. À partir de là, on a approfondi sur les collections anglaises et notamment sur les collections de la reine. On a retrouvé au Victoria and Albert Museum un candélabre d'une taille bien moins conséquente, fait par un atelier qui était extrêmement peu connu, qui étaient les ateliers de Mourshidabad. Alors Mourshidabad, pour ceux qui ont Wikipédia, qui peuvent aller sur Internet, vous allez apprendre que ça se trouve au Bengale, donc sur la côte nord-est de l'Inde. Donc ce centre était dirigé par un nabab, Murshi Quli Khan, qui était, si vous voulez, l'administrateur, une sorte de roi qui rayonnait sur les activités culturelles et politique de l'Inde. En Inde, à cette époque, le gouvernement anglais était extrêmement présent à travers ses colonies, et donc ce nabab se devait de faire des cadeaux pour ses gouverneurs, pour les personnes très influentes autour du roi, des cadeaux importants. Cet objet peut être décrit comme un objet dit de curiosité. C'est-à-dire que c'était offert non pas dans un but de décoration au sein d'un centre de table majestueux, mais plus comme un objet à placer dans un cabinet d'amateurs, d'alchimistes, si vous voulez, comme objet de vertu invraisemblable, qui pouvait susciter beaucoup d'interrogations quant aux différents registres décoratifs qu'il compose. C'est un cadeau qui s'est perdu en Angleterre, qui a dû être récupéré dans une famille, dans une succession, et puis de génération en génération, ça est arrivé jusqu'à nos jours. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à la vie de cet objet, dont les découvertes ont été un véritable plaisir et une véritable énigme, et qui restera, j'espère, pour son futur acquéreur, un objet phare de sa collection.